bonjour et bienvenue à tous ceux qui ont réussi à se connecter et je vous remercie de votre présence. C'est notre premier événement d'importance ouvert à l'extérieur. Alors, c'est un environnement que je pense la plupart d'entre vous, sauf ceux qui font partie de XP France, découvrent aujourd'hui. Et malheureusement, on a eu un gros patch au système hier soir, ce qui explique qu'un temps de connexion peut être supérieur à la normale, bien supérieur à la normale, plus les difficultés pour ceux qui n'avaient pas téléchargé auparavant. Enfin voilà, c'est pas toujours évident. Donc, ce sera partie remise pour refaire de deuxième session, troisième session, mais ça se mérite le métaverse en fait. Hein. Alors, dans cette courte introduction, et je vais essayer d'être court, même si ça permet aux gens d'arriver, je vois que le nombre monte, quelques mots sur EXP. EXP, c'est la vision d'un homme qui s'appelle Glenn Sanford, qui est notre fondateur, qui a créé en 2009 la société pour laquelle il aurait voulu travailler. Et il avait deux postulats, Glenn, en 2009. C'est pas très vieux, hein, une douzaine d'années. Le premier, c'est que la technologie doit être partout. On est au niveau du premier iPhone et il est assez visionnaire parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît évident, beaucoup plus évident. En tout cas, le digital et sa place dans l'immobilier. Lui, dès 2009, pour lui, c'est incontournable. Donc, il veut à la fois créer une société d'immobilier, mais une société de technologie. Et son deuxième postulat, c'était de mieux rémunérer les conseillers en immobilier. Donc, en fait, de cette réflexion, de ce brainstorming, on ressort une chose, c'est que dès l'origine, il décide un 0 mètre carré de bureau et met en place, dès l'origine de la société, de sa création, EXP Realty, un métaverse. Alors, je ne vous cache pas que de 2009 à 2015, il fait plusieurs tests avec des différents métaverses qui existaient d'ores et déjà à l'époque. Hein, donc, on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas nouveau, avec plus ou moins de satisfaction. Et en 2015, il croise la route d'une société qui s'appelle Virbela, qui est l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, puisque là, vous êtes dans un environnement Virbela. Et il y a une vraie histoire d'amour qui se met en place, il en tombe amoureux. Et à tel point qu'en 2016, EXP Realty, le groupe, rachète Virbela à 100%. Donc aujourd'hui, cet environnement nous appartient. Mais continue à travailler à l'extérieur. On travaille avec le cabinet d'expertise de Deloitte, avec les universités d'Harvard, de Stanford, mais aussi plus proche de nous, en France, vous avez la communauté d'agglomération de Laval qui a créé Laval Virtuel. C'est là aussi sous Virbela, l'École supérieure de commerce de Montpellier, et bien d'autres encore. Donc, je vous l'ai dit, cette société fait partie intégrante du groupe. Le groupe, c'est quoi? C'est un groupe de conseillers en immobilier présent dans 20 pays sur 5 continents avec 78 000 conseillers. C'est un groupe qui vient de publier ses résultats puisqu'il est coté au Nasdaq pour l'année 2021, c'est 3,8 milliards de dollars de commission et toujours avec 0 mètre carré de bureau. Pas de siège social, nulle part dans le monde. Donc, un écosystème, un métaverse d'entreprise. Cet écosystème, ce métaverse, est notre back-office. C'est nos bureaux. Donc, on vous a emmené dans cet auditorium hein, qu'on peut agrandir à loisir. C'est nos salons virtuels. C'est notre lieu de networking international. C'est nos salles de formation. C'est aussi un lieu de récréation. Je vous inviterai à faire un tour. Vous avez la possibilité d'aller jouer au basket, d'aller jouer au foot, de faire un tour de bâton, voilà, d'aller sur la plage. Vous avez, à chaque fois que vous avez un cercle bleu au sol, vous êtes dans un domaine privatif. Donc, vous pouvez échanger avec une personne, faire un rendez-vous. C'est notre structure opérationnelle qui, par son économie d'échelle, sans économie de productivité, nous permet d'offrir aujourd'hui à nos conseillers partout dans le monde un business model exceptionnel. Alors, j'avais promis d'être bref, donc je vais essayer de l'être. Je suis quasiment dans le timing qu'on s'était fixé avec Tom et Vincent. Cette petite introduction a aussi permis à quelques-uns participants de nous rejoindre et ce premier événement organisé avec Tom Delahaye, que je remercie chaudement, qui est fondateur et administrateur et gestionnaire du groupe Les Petits Génies de l'Immobilier. Les Petits Génies de l'Immobilier, c'est un groupe que je n'étais pas dans les premiers, loin de là, mais j'étais assez tôt dans ce groupe. Aujourd'hui, je l'ai vu exploser. Il y a plus de 18 000 personnes. Il le gère d'une main de maître. C'est un des rares groupes, voire le seul groupe de qualité sur l'ensemble des réseaux sociaux pour l'écosystème immobilier, pour l'industrie immobilière. Donc Tom, je te remercie pour ce travail. Je te remercie d'avoir souhaité organiser cet événement aujourd'hui.
Je te laisse la scène et je te laisse aussi le soin de présenter notre incroyable intervenant, ce qui me permettra de moins parler. À toi, Tom. Merci, Samuel. Merci de nous recevoir dans tes locaux virtuels et professionnels. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me reconnaissent pas, évidemment, je suis le maire d'un village de 18 500 professionnels de l'immobilier sur LinkedIn, comme aime le dire Vincent Berruet. Je vous cache pas mon plaisir de nous voir rassemblés tous ensemble dans cet espace virtuel pour échanger sur le thème de l'immobilier dans le métaverse, un sujet d'actualité. Beaucoup penseront que en fait c'est du gaming et que ça n'a rien à voir avec le monde réel. Pour autant, on nous voici réunis dans une salle un auditorium pour travailler et échanger sur un sujet. Donc, comme quoi, on peut passer en fait de la réalité au virtuel sans aucun problème. Dans la salle, il y a des professionnels de l'immobilier qui viennent de toute la France, de Suisse, de Belgique, de Guadeloupe. On aurait pu même avoir, je ne sais pas si des gens d'Île Maurice sont là, mais s'ils avaient été là, et tant bien même que vous veniez de toute la France, en tout cas, vous êtes là avec une empreinte carbone proche du zéro absolu, ce qui est quand même incroyable. On peut échanger ensemble, on peut faire des zones de discussion privative, ce qui est quand même incroyable. Toute la profession est représentée. Nous avons des avocats, des notaires, des agents immobiliers, des diagnostiqueurs, des promoteurs, des banquiers, des patrons de réseau. C'est un peu comme sur LinkedIn en 2D, mais là on est en 3D. On peut se mettre autour d'une salle de réunion ou bien dans une salle d'auditorium comme celle-là et échanger pour faire avancer en fait un sujet. Et c'est quand même incroyable. Si vous êtes là aujourd'hui, j'ose espérer que c'est que soit vous êtes curieux, soit vous avez envie et compris l'importance d'accompagner l'innovation pourvu que celle-ci ait du sens. Certaines innovations n'ont pas de sens et peuvent être dangereuses pour nos libertés. Dans les deux cas, je pense que vous êtes au bon endroit pour découvrir les opportunités et les limites du métaverse. Merci à vous d'être ici en immersion et surtout sans casque VR, qui est quand même un frein en fait au développement. Je vous laisse désormais entre les mains de notre expert Vincent Berruet, qui est architecte, spécialiste du BIM et surtout du métaverse. Merci Vincent, à toi de jouer. C'est moi qui vous remercie. Merci Tom, merci Samuel. Je me retourne comme dans la vraie vie pour vous remercier vraiment pour votre invitation. Ça me fait très plaisir. Merci à ceux qui sont présents dans la salle, qui n'est pas si virtuel que ça. Hein. On est bien des gens réels à travers peut-être pas des marionnettes, mais des avatars. Et cette spatialisation qu'on a les uns par rapport aux autres est très intéressante. Vous allez voir à étudier. Donc, ce sont des mondes, vous allez voir, qui sont assez ancrés dans le réel. Donc, moi, j'ai un profil d'architecte de formation, vraiment passionné par le numérique et le digital depuis que le premier jour de l'école d'archi. On nous avait interdit, en fait, d'utiliser des ordinateurs. Donc, j'avais évidemment j'avais couru à la Fnac en 2000, m'acheter les premiers Pentium pour apprendre à l'époque à faire de la 3D. Ensuite, j'ai eu un parcours où j'ai effectivement monté des sociétés, notamment Foundation, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le BIM, le Building Information Modeling, et aussi la réalité virtuelle. Et donc Foundation est devenue une filiale d'un groupe qui s'appelle La Foncière Numérique, qui désormais a changé de nom, ça fait beaucoup de choses en même temps, et qui s'appelle maintenant Stonal. Et voilà, c'est une société qui fait à peu près 120 personnes et qui développe une plateforme de gestion pour l'immobilier qui permet de rassembler tout ça sur une seule et même base de données. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est ma passion en fait pour ce qu'on appelle effectivement les métaverses, même si je vous le cache pas, c'est un concept qui, à mon avis, est assez transitoire, hein, comme l'a été le multimédia à son époque. Hein, c'est cette mise en cohérence de multiples innovations qu'est le métavers. Ça va pas mal évoluer. Donc, c'est une passion.
Attention, je ne défends pas tout, cela m'interroge, d'accord? Ce sont des mondes virtuels qui m'interrogent, mais je m'en cache pas, me passionnent parce ils font la synergie entre d'autres passions aussi, qui sont bien sûr la 3D, le gaming, l'immobilier, et puis toutes les technologies bien sûr autour de la blockchain ou de la réalité virtuelle que j'ai eu moi-même l'opportunité de pouvoir développer à travers mes activités. Voilà. Alors, j'ai choisi de faire une présentation volontairement très colorée et pour vous illustrer au maximum ça. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Tout le monde voit bien l'écran, tout ça? Je pense que oui. Oui. Alors, vous pouvez interagir en répondant dans le chat. Hein, voilà, c'est parfait. Vous avez un chat permanent. Pardon, je me permets, Vincent. Le chat comme ça. Voilà. Faites bouger le chat un peu. Vous pouvez mettre des flammes, vous pouvez mettre plein de choses. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, une autre précision qu'on n'a pas fait, j'aurais pu la faire dès l'introduction. Vous pouvez zoomer. Donc, vous avez en haut zoom écran et vous zoomez sur l'écran que vous souhaitez. Donc là, je crois que Vincent, ta présentation est sur l'écran du milieu. Donc, vous zoomez sur le deuxième plus qui est au milieu. Voilà. Donc, ça vous permet d'être directement sur l'écran. Oui, effectivement. Et Axel peut s'asseoir, elle peut appuyer sur un bouton. Asseyez-vous, voyez un petit bouton en bas de l'écran au centre. Par contre, excusez-moi, moi je suis sur le téléphone, donc je ne vois pas d'écran. Hein. Non, non, sur le téléphone, il n'y aura pas l'image. Bon, ça sera il y aura déjà le son. C'est ça. Mais j'ai cru comprendre que vous alliez enregistrer la session de toute façon. Oui, tout à fait. Bon, ben, je la regarderai. Avec plaisir. Merci. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, on va commencer. La première chose à noter, c'est que nous, êtres humains, on vit une époque quand même assez exceptionnelle. Dans quel sens on verra. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le digital, il occupe toujours une part toujours plus importante en fait de nos activités et de nos vies. Et on va voir que ça devient si réaliste, si palpable, que peut-être un jour, on pourrait faire le choix de s'y dématérialiser. C'est ce qu'on appelle le mind uploading. Donc ça, j'ai écrit un ouvrage et des essais en fait qui s'appelle Virtual, V-E-R-T-U-A-L, sur ces notions effectivement de dématérialisation. Qui peuvent faire peur, certes. Comme le dit très bien Stephen Hawking, c'est que notre avenir, voilà, est une course entre la puissance croissante de notre technologie et la sagesse avec laquelle nous l'utiliserons. Donc, que fera-t-on de la réalité virtuelle? Que fera-t-on des métaverses qu'on va explorer ensemble? Vous verrez qu'il y a énormément de nouveaux challenges pour l'être humain. D'un point de vue social et aussi d'un point de vue bien sûr technologique, d'un point de vue des lois, etc. Donc cette dématérialisation, on la vit toujours plus au quotidien, puisque on passe en France en moyenne, selon une étude, à peu près 5h30 par jour dans des interfaces en ligne. Hein. On ne possède plus vraiment, on consomme beaucoup de choses désormais qui sont dématérialisées. Voilà. Et il faut noter que chez un Américain moyen, un adolescent, il passe quand même plus de 7h30, c'est-à-dire encore 2 heures de plus de son temps libre par jour devant un écran, dont 3 heures à regarder un certain nombre de vidéos et autres. Donc on voit bien que le digital fait partie quand même déjà très très fortement de notre quotidien. On est une espèce qui habite une terre ce qu'on appelle un monde qui est fini entre guillemets. Hein, attention, il n'est pas fini, il est fini d'un point de vue spatial, d'accord. Or, évidemment, nous, on a une volonté, une soif d'expansion qui est absolument permanente. On a dans le cerveau une zone qui s'appelle le stratium, qui fonctionne beaucoup sur tout ce qui est la motivation, les prises de décision, l'addiction et autres. Et en fait, on est dans une volonté, de croissance permanente. Or, on voit bien que le poids carbone de tout ce qu'on fait commence à poser quelques problèmes. Et puis, on a un monde réel qui se complexifie tous les jours, hein, avec des nouveaux besoins, des volumes, des normes, des règles, etc. Et donc, on a
On a de plus en plus digitalisé notre environnement pour le rationaliser. Ça, c'est l'acte 1. Et puis, on vit une période qui est, somme toute, à mon avis, passionnante à vivre, mais qui doit beaucoup aussi nous interroger. C'est cette faculté qu'on a maintenant, en fait, à créer nos propres mondes pour continuer à s'étendre, peut-être indéfiniment. Donc, la notion de métaverse, vous voyez bien à chaque fois, je vais quand même regarder l'écran, vous voyez bien quand je passe la suivante, ouais, on est bon. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, la notion de métaverse est assez, comment dirais-je, elle s'établit entre le réel et le virtuel. On a donc deux phénomènes. Le réel qui se digitalise, pour le rationaliser, toute cette complexité bâtie. Il faut quand même savoir qu'on construit un New York par mois dans le monde, donc toute cette masse à la fois de stocks existants, donc de terrains, de bâtiments, d'activités, etc., est absolument considérable. Et le digital, en fait, est une surcouche assez intéressante, à la fois pour, je dirais, optimiser tout ce virtuel, enfin tout ce réel, mais aussi le gamifier comme on le verra. Et enfin, donc on a des mondes virtuels. Donc on va dire qu'il y a maintenant deux types de mondes virtuels. Il y a des mondes virtuels qui sont infinis en nombre et puis en taille. Et puis il y a des mondes virtuels délimités. On verra que on peut en acheter un certain nombre de parcelles, d'assets, d'artefacts. Et ces mondes virtuels deviennent de plus en plus persistants. Nous sommes dans un monde virtuel qu'on peut qualifier de persistant, puisqu'il est tout le temps ouvert, un petit peu comme un espace physique. Ce sont des espaces qui tendent aussi grandement vers le réalisme et où il y a tout l'aspect communautaire est extrêmement important. Donc il faut se figurer que comme des États, des provinces, des villes, des bâtiments. En fait, le nombre de parcelles et d'assets est limité dans ces métaverses, ce qui va créer de la rareté et donc toute une économie qu'on va regarder. Là, je faisais référence à un film qui est sorti très récemment qui s'appelle Free Guy pour la réalité augmentée. Je vous invite à aller le voir. Et puis évidemment, This Sandbox qu'on va explorer. Donc dans le monde réel, on a cette notion de digital twin. Pardonnez ma voix et ma toux. Donc ces digital twins qui viennent rationaliser tous ces secteurs d'activité. Donc on a BMW, etc., qui utilisent des interfaces comme Omniverse de Nvidia pour faire des simulations d'usines, etc. Donc c'est un marché qui est en pleine expansion. Et dans l'immobilier, je vous montre un petit exemple de ce que nous réalisons. Pardon si c'est un petit peu haché sur l'écran lorsque je vais passer quelques vidéos, mais vous voyez que dans l'immobilier également, il y a la volonté de créer ces avatars numériques. Pourquoi digitaliser ce monde réel? On va parler du virtuel juste après. C'est parce qu'il y a énormément d'enjeux sur ce qu'on appelle bien sûr l'optimisation énergétique, les indicateurs extra-financiers, les labellisations ISR. Donc on a des phénomènes comme l'immobilier plateforme qui arrivent. C'est un petit peu comme la prise électrique autrefois dans les immeubles. On savait pas trop à quoi ça servait, et puis finalement ça a permis de créer le lave-linge, le fer à repasser, la télévision, etc. Là c'est pareil, c'est un immobilier qui se centralise sur des plateformes pour en amplifier la connaissance, pour spatialiser des informations, pour aussi alimenter des intelligences artificielles en données, toujours plus nombreuses, pour anticiper et optimiser justement tout cela. Concernant le réel, il faut savoir que donc Apple va très prochainement sortir ses lunettes de réalité augmentée. Maintenant, c'est une question de mois ou d'années. On va peut-être parler de 2023-2024. Ce qui est certain, c'est que le monde réel, lorsque la réalité augmentée va arriver, puisque le smartphone va très rapidement devenir has-been, va complètement transformer notre vision du quotidien. Donc là, vous avez un exemple d'un artiste que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Keiichi Matsuda, qui propose ici une vision complètement exagérée de ce que pourrait être la réalité augmentée dans les années à venir. Pardon si l'image est un petit peu frise. Vous voyez qu'il y a de la gamification partout,
l'urbain, tout le milieu urbain n'est absolument plus visible de la même manière, y compris donc aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On parle d'extrême sécurisation, etc., etc. Et on voit à un moment dans la vidéo, ce qui est assez intéressant, je vais vous la passer très rapidement, que le monde réel, en fait, voilà, ici par exemple, le système de réalité augmentée a planté, et on voit que le monde réel est devenu complètement affadi. Il n'est plus que le support d'une réalité virtualisée par-dessus. Voilà. Avec le summum du bon goût à la fin de la vidéo, lorsque effectivement on gagne des points quand on fait son signe de croix. Donc ça c'est voilà, c'est un artiste. Je vous invite à regarder son travail. Donc le monde réel, il y a une surcouche virtuelle qui commence à arriver de plus en plus forte, et puis on a le virtuel qui devient de plus en plus réaliste. Alors je vais cliquer sur le petit lien, mais je ne sais pas. Pas très fluide pour vous, mais c'est pas très grave. Peut-être que vous avez des... Pardon, j'ai peut-être mal cliqué. Voilà. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas réel. C'est une simulation qui a été générée sur un moteur qu'on appelle l'Unreal Engine 5 de la société Epic Games, qui est devenu un des énormes leaders justement du jeu vidéo, qui édite la solution notamment Fortnite. Et ce moteur n'est pas seulement utilisé dans le jeu vidéo, mais également dans le cinéma. Donc on voit que désormais, il va devenir de plus en plus compliqué, je dirais, de dissocier le réel du virtuel. Alors, l'ère du métaverse, qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce que, justement... Pardon. Hop, j'ai retrouvé mon écran. Est-ce que c'est un simple buzzword? Eh bien, en fait, oui et non. C'est-à-dire que depuis que Facebook s'est transformé en Meta et qu'ils ont fait le choix justement d'orienter leur nouvelle stratégie vers ça, évidemment, il y a eu un énorme boom, mais c'est parti pour durer. Vous avez ici, par exemple, ce qui est estimé sur 2022 en termes de consommation. Donc pour le marché américain, pour toutes les dépenses de consommation, on voit dans les métaverses, notamment sur la partie real estate et tout ce qui est virtual home, les maisons virtuelles que j'ai mis en rose. Voilà, c'est ce métaverse, comme le disait Tom et Samuel aussi. En gros, ce n'est pas du tout nouveau. Hein. Effectivement, Virbela, XP World existent depuis très longtemps, et en gros, on parle de métaverse depuis que on a un livre de science-fiction qui s'appelle Snow Crash qui en parlait en 92. Depuis, bien sûr, vous avez certainement entendu parler de Second Life, qui n'était pas assis sur une infrastructure blockchain comme on va l'explorer, et qui déjà en fait proposait énormément de contenu lui aussi pour se divertir, pour travailler, pour se rencontrer. Et petit à petit, bien sûr, il y a eu le film de Ready Player One et le livre Ready Player One, pardon, en 2011, que je vous invite à regarder, même s'il est très très orienté gaming. Et enfin, plein de mondes qui sont arrivés petit à petit, de Pokémon Go, Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox, etc. Ça n'arrête pas, il en pleut tous les jours, comme on aura le temps de le voir. La notion de métaverse, eh bien, c'est peut-être effectivement ce qui préfigure le Web 3. Le Web 3, c'est une notion qui est encore plus englobante. Qu'est-ce que c'est que le Web 3? Pas définir le Web 3 sans se rappeler ce qu'était le Web 1 et le Web 2. Le Web 1, c'était vraiment très consultatif, hein, vous arrivez sur des pages et puis vous pouviez consulter du contenu. Le Web 2, vous pouviez participer, hein, c'est là avec l'essor des Facebook, des Google, etc., de tous les GAFA. Et dans le Web 3, c'est une évolution du web, voilà, qui va regrouper beaucoup de notions, notamment, surtout, sur la propriété de l'information. C'est-à-dire que quand vous allez déposer quelque chose, créer du contenu sur le web, etc., cela va vous appartenir, parce qu'en fait, ça va être décentralisé dans ce qu'on appelle une blockchain qu'on va définir après. Donc, vous allez pouvoir monétiser des choses sans aucun intermédiaire, et il va y avoir ce qu'on appelle l'unicité des biens virtuels. Donc, on va passer d'écrans, de sites internet, de pages web à des univers qui vont être accessibles avec beaucoup d'interfaces, mais une peut-être majeure,
qui sera tout ce qu'on appelle le XR, les réalités étendues. Dans la famille, il y a tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, etc., etc. Donc, il est très certain que à partir de 2025-30, en fait, les entreprises vont disposer non plus seulement de leur page web sur laquelle vous scrollez avec votre souris, mais bel et bien de leurs univers qui seront le reflet de la culture de ces mêmes entreprises. Donc, ces espaces virtuels, ces mondes virtuels, qui sont à la croisée de beaucoup de technologies, eh bien, ils vont certainement devenir le support de beaucoup d'activités. Quelles sont les différentes, je dirais, structures technologiques du métaverse? Il y en a beaucoup. D'abord, il y a la notion d'infrastructure avec tout ce qui est la connectivité. Il y a les notions de système, parce qu'il va bien falloir héberger tout cela dans du cloud, etc. On parle de plus en plus aussi de fog, c'est-à-dire un cloud il faut savoir qu'il y a 20 data centers de Google dans le monde. Le fog, il y en aura peut-être 2000, 3000, 20 000, puisque ça va être un éclatement en fait des data centers. Je vous invite à regarder ce que fait la société d'ailleurs Carnot Computing, qui a réussi à éclater les data centers dans les radiateurs de certains bailleurs sociaux. Ça, c'est assez intéressant. Vous allez avoir des plateformes qui vont devoir supporter un grand nombre d'applications. Vous allez avoir toute la partie échange qui va être une infrastructure très, très, très importante dans les métaverses. On va parler des blockchains, de la crypto-monnaie, des smart contracts, de tous les NFT. Vous allez avoir tout ce qui est IA, puisque ces mondes, il va falloir pouvoir les créer, les gérer, etc. Également contrôler ce qui est dit dedans. Donc, toute l'intelligence artificielle, etc. vont avoir énormément d'impact. Tout ce qui est captation, puisqu'il va bien falloir créer du contenu, il en existe déjà énormément, mais il y a du contenu réel qui va rentrer dans le virtuel. Vous allez avoir du contenu qui va être spécifiquement créé pour du virtuel. Enfin, toute l'interface, les expériences utilisateurs, et puis la partie immersion avec tout ce qui est réalité virtuelle, augmentée, etc. La gamification est peut-être un petit peu plus transverse en termes de notions. Donc ça, c'est vraiment, on va voir que le métaverse, c'est l'addition de beaucoup de technologies et que cet écosystème, en fait, il existe déjà. Il y a déjà énormément de sociétés qui font qui font un petit morceau des technologies du métaverse, et elles commencent à se réunir, se regrouper de plus en plus. Les exemples énormes dernièrement, c'est par exemple Xbox, Microsoft qui rachète Activision Blizzard. Ça devient des géants qui ont des objectifs effectivement dans les métaverses. Alors, quels sont les piliers des mondes des métaverses? Le premier pilier, c'est un pilier bien évidemment social. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment, voilà, c'est la première pierre de tout édifice technologique. Il va bien falloir qu'on ait des avatars comme nous actuellement qui rentrions dans ces univers. Le deuxième, c'est évidemment le socle économique. Donc, on va voir que un métaverse peut, dans la grande majorité des cas, être branché sur une infrastructure de blockchain qui va permettre justement de donner un système de détention des assets virtuels, tout comme dans le réel. Donc, effectivement, voilà, pour toute la notion de propriété virtuelle. La spatialisation, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que là, vous êtes assis sur une chaise, dans une salle, située à un certain endroit, où il y a eu tout un storytelling qui vous a été proposé. Pour que quand vous êtes arrivé, etc., vous avez vu un certain nombre de choses. La persistance et l'ubiquité, bien sûr, de ces mondes, ils doivent être tout le temps disponibles et puis accessibles en tout lieu et à tout moment. La gamification, qu'on le veuille ou pas, il y a 98% des jeunes générations qui arrivent sur le marché et qui sont des joueurs de jeux vidéo, et on va voir que la gamification, ça peut être pris extrêmement au sérieux, et c'est pris par des sociétés très très sérieuses justement, parce que ça permet de renforcer considérablement l'engagement. Et enfin, tout l'aspect contributif, puisque quand vous rentrez dans un métaverse, en gros, ce qui fait la grosse différence, c'est que vous allez pouvoir créer du contenu et gagner de l'argent grâce à cela. Enfin, la partie d'immersion, donc
aujourd'hui est encore un exemple parfait. Vous n'avez pas besoin d'un casque de réalité virtuelle pour vous connecter. Vous pouvez le faire, c'est la preuve, hein, c'est que vous pouvez le faire actuellement avec votre smartphone, votre ordinateur, mais bien sûr toute la partie immersion va de plus en plus continuer. Et puis bien sûr tout cela va devoir être encadré par des nouvelles lois, parce qu'on va voir que c'est carrément, on est en 492, on est Christophe Colomb face à ces nouveaux mondes. Il y a tout à inventer. Alors la notion d'avatar, premièrement, elle est très importante. Je regarde l'heure, 13h18, parce que voilà, vous allez faire partie de mondes tridimensionnels. Vous allez être spatialisé, géolocalisé à l'intérieur. Figurez-vous par exemple quand Amazon va se réveiller et qu'il va vous créer votre métavers, enfin son métaverse, vous allez arrêter de scroller sur votre téléphone. Alors je crois qu'on scrolle 90 à 100 mètres par jour sur son téléphone avec son pouce. Bon bah là non, on va vous proposer d'arriver à un certain endroit du monde qui aura été personnalisé pour vous. Vous allez pouvoir rencontrer vos amis. Il y a tout un storytelling qui va se passer. On va vous vendre. Effectivement, vous allez voir la boutique Apple, vous allez voir la boutique Nespresso, etc. Si vous voulez, vous allez pouvoir faire vos achats dans ces mondes virtuels comme si c'était un petit peu réel, mais avec des expériences augmentées. Donc l'avatarisation, ça pose pas mal de questions. Et on va dire qu'il va exister 3 grands types d'avatars, ceux qui sont réalistes, ceux qui sont alors réalistes. Par exemple, je vous invite à regarder la vidéo du Jensen Huang, le PDG de Nvidia, où tout le monde a cru pendant la conférence que c'était vraiment lui qui était filmé, mais en fait non, c'était un modèle 3D de Jensen Huang. Vous allez avoir des modèles de Jensen Huang, par exemple ici beaucoup plus représentatifs, un peu comme des mascottes. Et puis, vous allez avoir certainement des avatars augmentés. Donc, il y a un énorme business qui est en train de se créer parce que les gens sont tentés de s'acheter des avatars. Et là, il y a une notion très importante qui est l'interopérabilité de ces avatars dans les différents mondes. C'est parce que, voilà, vous achetez un avatar, vous avez envie de l'utiliser dans un monde. Là, par exemple, moi, j'ai cet avatar-là, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser dans d'autres mondes virtuels, très certainement. Ou pouvoir m'habiller avec des marques, etc. Ensuite, le deuxième grand pilier, c'est tout ce qui est la blockchain. Il faut se figurer que ça fait partie des fondations des métaverses. Une blockchain, il faut se figurer un énorme, on va dire, ordinateur mondial qui est décentralisé et qui exécute des programmes qu'on appelle des smart contracts. Donc une blockchain, c'est une chaîne de blocs, ça fonctionne un peu comme un grand livre de registres qui est répliqué partout, un peu comme une grosse base de données, et c'est vraiment l'infrastructure sur laquelle va circuler la valeur. Donc on va pouvoir stocker, on va pouvoir transmettre des informations de manière transparente et sécurisée, etc. Il y a vraiment plus d'organes de contrôle, il n'y a plus vos informations qui sont à tel endroit, chez Google, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette blockchain? C'est que chaque objet digital va avoir son certificat d'authenticité. On va parler après des NFT qui sont importants aussi dans le dispositif. Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait une blockchain? C'est que, en gros, ça génère une seule vérité numérique, une seule unicité, d'accord? C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir copier-coller quelque chose à l'infini. D'accord? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous allez acheter, par exemple, une œuvre d'art, un jean virtuel, etc., en fait, il va exister dans un certain nombre limité, ce qui va faire que vous allez pouvoir en disposer et vous allez pouvoir également le revendre. Donc, en gros, la blockchain, actuellement, c'est utilisé, on va dire, de 3 grandes façons. Pour du transfert d'actifs, des monnaies, des titres, des actions, etc., pour une meilleure traçabilité d'actifs ou de produits, et aussi pour exécuter automatiquement des contrats. Justement, on va regarder un petit peu ce qu'est le NFT, un non-fungible token ou un jeton, d'accord, un jeton non fongible, pardon, en français. C'est ce qu'on appelle un certificat d'authenticité infalsifiable pour n'importe quel artefact digital. Donc, c'est-à-dire que voilà, une œuvre d'art, vous avez certainement vu sur le web pas mal d'exemples, je vais en citer après, des terrains virtuels, des avatars, des vêtements, etc., vont exister effectivement en quantité limitée. Ils vont se brancher sur une blockchain qui va apporter un certain niveau de confiance. Ils vont être reliés à des crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, le Tezos, etc., qui vont apporter de la liquidité. Ils vont également, je dirais, marquer l'authenticité grâce à ce qu'on appelle des smart contracts.
Donc ce jeton non fongible, voilà, crée un certain système de rareté. Alors, il y a des exemples. Tac, où est-ce que j'ai mis et voilà, donc il y a des marketplaces, pardon, qui existent. Alors il faut savoir pour la petite information, c'est que en mi 2021, justement sur ces blockchains, etc., il y avait autant en fait de transactions qu'il y en a sur les cartes Visa. Donc c'est vous dire en fait le niveau d'adoption aussi dans le monde de ce type de technologies qui ne sont pas nouvelles et qui ont démarré, on va dire, essentiellement en 2008 avec le fameux Satoshi Nakamoto que personne ne connaît. Personne n'a découvert qui c'était, mais qui a réussi justement à créer ce système de cryptographie, pardon. Donc c'était vraiment la naissance du Bitcoin à l'époque et de la blockchain telle qu'on la connaît, même s'il y avait eu des expérimentations précédentes. C'est vraiment ça qui a fait vraiment démarrer les choses. Et ça, les univers virtuels, les assets virtuels sont devenus des éléments qu'on pouvait acheter. Et il y a eu des coups d'éclat, hein, petit à petit. Il y a eu en 2010, il y a eu ce premier dans Entropia. Effectivement, il y a un nightclub qui s'est vendu à $635,000. Hein, nightclub qui a reçu des stars à l'intérieur et autres. Voilà, il y a eu pas mal d'échanges aussi en 2018. À noter quand même en septembre 2021 que le Bitcoin est devenu la monnaie officielle du Salvador. Hein, je pense que c'est important de le noter. Le coup d'éclat le plus récent, c'est quand même Beeple, cet artiste américain, qui a vendu une de ses œuvres, plus de $70 millions. Alors c'est pas exactement une seule œuvre, c'est 5000 de ses œuvres qui sont réunies en une seule et qui permettent en fait au détenteur, qui est un milliardaire indien, je crois, eh bien il peut en faire ce qu'il souhaite derrière. Pardon. C'est-à-dire qu'il va pouvoir créer ses propres marques à partir de ça, il va pouvoir les revendre à l'unité ou de façon plus globale. Un deuxième moment important aussi depuis mars 2021, c'est Krista Kim, cette architecte canadienne qui a vendu sa maison virtuelle sur Mars près de $500,000. Donc pour vous donner une petite idée, cette maison maintenant elle vaut $2,800,000, je crois. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène qui est que le monde réel ou les productions du monde réel commencent de plus en plus à rentrer dans le virtuel. Ici, deux exemples assez frappants aussi avec Zaha Hadid, une architecte très connue, malheureusement décédée, mais dont le cabinet a produit pour ce qu'on appelle PUBG, c'est un jeu vidéo genre Fortnite. Donc ils ont produit des mondes des assets virtuels, des maisons virtuelles, des convention centers virtuels et autres. Donc, on peut parler en ce moment d'une NFT mania qui a commencé, on va dire vraiment le gros coup. C'était bon, ça a commencé à partir de 2019, mais vraiment à partir de 2021, ça a été un boom absolument inimaginable. D'ailleurs, la dernière information en date, c'est que les board apps, ici par exemple vous avez un board apps qui a été acheté $2,4 millions. Bon, le board apps Yacht Club, on en reparlera après parce qu'ils sont en train de créer leur métaverse en ce moment. Ils ont racheté les CryptoPunks. Hein. Dans le monde du métaverse, du NFT, c'est un petit peu comme si vous avez annoncé que Nike avait racheté Adidas. Hein. C'est à peu près la même chose. Alors ce singe vaut $2,4 millions. Pourquoi? Parce qu'il y en a 10 000 comme ça et en fait il a une fourrure dorée, attention, qui crée sa rareté, parce que je crois qu'il y en a que 2 ou 3 sur les 10 000 qui ont une fourrure dorée. Bref, donc c'est vous dire les volumes. Également dans les investissements qui sont devenus absolument considérables. Donc Sora, par exemple, la société française là, qui a levé 680 millions il y a très peu de temps, ou Dogami qui a monté ce qu'on appelle le premier Petaverse, attention, où justement des entrepreneurs comme Bilal El Alami qui avaient monté Equisafe ont monté des boîtes comme ça où Ubisoft a investi pas mal d'argent et ils ont fait des drops là en ce moment sur des plateformes telles que OBJKT ou OpenSea, sur lesquels ils vendent énormément de chiens. Ils ont même vendu le socle pour poser le chien dessus. Ils ont vendu le nonos qui permet de nourrir le chien. Donc bon, bref. Voilà, on adhère ou on n'adhère pas, c'est comme ça. En tout cas, il y a un vrai marché.
Et dans l'immobilier, ce qui est en train de se passer dans l'immobilier réel, c'est la même chose. En 2019, le même Bilal El Alami avait, via sa société Equisafe, en fait, vendu un hôtel particulier à Boulogne-Billancourt, je crois qu'il valait 6 ou 7 millions d'euros. Eh bien, pour le prix d'une place de cinéma, vous pouviez commencer à être propriétaire de ça. Alors, c'est pas nouveau, hein, la titrisation immobilière, sauf que là, ça prend un essor absolument dingue. Et puis, parce que c'est lié à une blockchain, hein, chaque token, en fait, chaque immeuble. Alors, c'est pas l'immeuble en tant que tel, c'est pas la propriété de l'immeuble qui est vendue, c'est plus exactement la société détentrice des immeubles qui est vendue en petites parts. Il y a un phénomène qu'on appelle le play to earn. Avec l'exemple, c'est WinCity qui a vendu dernièrement pas mal de choses, pas mal d'immeubles dans Paris et je crois à Lyon ou Bordeaux, je sais plus très bien, où vous allez avoir cette portion d'immeuble, vous allez pouvoir toucher une partie du loyer, vous allez avoir une carte qui va briller, etc. Vous allez même pouvoir modifier la skin de la carte, vous allez être détenteur de cela. Donc, tout ce qui est NFT, ça a permis, on va dire, au début, il y avait des cryptos, des objets virtuels. Maintenant, on vend des avatars, on vend des maisons virtuelles, on vend des terrains et des mondes virtuels. Et cette économie virtuelle est en train de prendre, je dirais, une dimension absolument incroyable, hein. Il faut se figurer que l'économie réelle va quelque part se dupliquer plusieurs fois dans les métaverses. C'est ça qu'il faut voir. C'est ce que dit par exemple Jensen Huang, le CEO de Nvidia. Il dit c'est en train de prendre une telle ampleur, voilà, que the virtual world will be larger in economics than the physical world. Donc c'est-à-dire que voilà, vous voyez les chiffres à droite qui sont. Alors cette économie virtuelle, elle passe à travers voilà ce qu'on achète à travers nos smartphones, ce qu'on achètera bientôt via nos casques de réalité virtuelle, etc. Un des autres piliers très importants, c'est la partie gamification. Donc, je vous ai rappelé que la jeune génération, et puis j'en fais partie, en fait, passe pas mal de temps sur du jeu vidéo. Peut-être que certains d'entre vous connaissent World of Warcraft, je l'espère, parce que c'est quand même depuis 2003 des mondes virtuels absolument dingues. Imaginez-vous une sorte de World of Warcraft dans lequel vous pourriez posséder un bout de terrain, votre maison. Vous pourriez rencontrer vos collègues, vos amis, vous pourriez participer à des events, etc. C'est exactement ce qui se passe dans le XP World en ce moment. Faire vos courses à l'angle de la rue, créer vos propres vêtements, je sais pas moi, vos meubles et les revendre. C'est-à-dire avoir une véritable activité à l'intérieur. Donc la différence entre un jeu vidéo et un métaverse, c'est que c'est très simple, c'est que dans un jeu vidéo, l'argent rentre, mais il ne sort pas. À contrario, donc des métaverses où vous pouvez effectivement créer vos propres assets et autres. Donc il faut bien noter que dans un métaverse, les développeurs ils possèdent pas le jeu, ils possèdent pas le monde virtuel, mais ce sont les utilisateurs qui en possèdent tout ou partie. Le meilleur exemple qu'on verra, c'est The Sandbox. Et donc, pardon, ça c'est les joies des appels en même temps. Font des bruits pas possibles, mais vous le voyez pas à l'image avec mon avatar. Après, donc, un deuxième pilier, un autre pilier, c'est bien sûr toute la partie immersion. Alors là, évidemment, ça donne pas très envie quand on voit ça, mais ça ne cesse de s'optimiser à la fois d'un point de vue visuel et autres. Moi, je me souviens des premiers achats de casques en 2014 qui étaient voilà, on avait l'impression de mettre un voile de mariée sur la tête tellement c'était pixelisé. Là maintenant, ça a quand même fait des bonds en immersion qui sont assez remarquables. On parle maintenant du toucher, de ressentir des choses quand on vient s'immerger dans ces mondes virtuels. Alors ces mondes virtuels se démultiplient. Vous allez voir, la slide, elle est volontairement assez fournie parce que je vais vous donner quelques exemples. On a donc Republic Realm qui a acheté, je crois que c'est dans The Sandbox en novembre 2021. Voilà, ils ont acheté 4,3 millions de dollars une parcelle. On a une société canadienne qui s'appelle Tokens qui en a acheté une aussi, mais dans Decentraland cette fois-ci dans la Fashion District. Ils ont acheté pour plus de 2 millions de parcelles, à peu près l'équivalent de 560 mètres carrés à peu près. On a Carrefour qui a investi 36 hectares pour une somme à peu près de 300 000 euros en février 2022.
Donc on a des mondes avec un certain nombre de parcelles limitées. On voit ici Upland, The Sandbox, etc. Je crois que The Sandbox c'est 90, non c'est 166 ou 165 000 parcelles, et Decentraland ça doit être 90 000 parcelles. Donc en gros on a des gens qui vont dépenser énormément d'argent pour être à côté, par exemple, de The Snoop Dogg, à côté de Nikeland, etc. On a Baidu aussi, le géant chinois qui est en train de se créer ses propres métaverses. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais il faut quand même, je dirais, prendre un petit peu de recul par rapport à ça. C'est que tous ces univers, aujourd'hui, ils sont pas régulés. Et que la propriété virtuelle, elle n'a pas de reconnaissance légale dans le droit français encore. Hein, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un avocat qui s'appelle Alexandre Biel. En gros, on achète du service, c'est-à-dire le service de se promener, un service qu'on peut qualifier d'amusement, enfin de récréatif, quoi. Et donc le NFT n'est pas défini encore en droit, d'accord. Il est considéré comme un bien numérique quelconque, comme un actif numérique, on va dire, mais d'un point de vue juridique, voilà, il y a rien. C'est-à-dire que il y a pas de propriété intellectuelle. Donc c'est comme si vous achetiez un code barre, un numéro d'identification, d'accord. Et voilà, donc d'un point de vue économique, vous pouvez un peu conceptuellement être détenteur d'un patrimoine immobilier, on va dire un peu 3.0 dans le métaverse, mais voilà, d'un point de vue juridique, il n'y a pas de notion qui existe à ce jour. En plus, il faut quand même faire gaffe à une chose, c'est que tous les mondes que je vous ai montés juste avant là, la plupart de ces mondes sont dans ce qu'on appelle des versions pré-alpha ou alpha, bêta, comme on veut, en fait, en cours de développement, d'accord. Donc, autant, c'est comme les débuts d'Internet, il était très difficile de savoir que c'était Google qui allait gagner par rapport à, je sais pas moi, Lycos, Yahoo, etc. Donc, ça reste un marché qui est doublement volatile, c'est-à-dire qu'il y a les crypto-monnaies sur lesquelles ils sont assises, hein, c'est-à-dire ces mondes virtuels sont branchés sur des blockchains, sur des systèmes de crypto. Bah, c'est extrêmement spéculatif. Et leur cours peut vraiment s'effondrer du jour au lendemain. Et les prix des terrains, les fluctuations sont quand même assez imprévisibles et ça dépend du marché, de la pérennité aussi, je dirais, des environnements. Est-ce que les gens vont les utiliser ou pas, hein. On ne sait pas. Si par exemple vous achetez une parcelle là-dedans, il y aura potentiellement 0 utilisateur, comme vous pourriez faire banco avec des centaines de millions d'utilisateurs. Ça c'est, par exemple, The Sandbox, là ils ont tapé juste, hein. Ça c'est sûr. Donc, ce sont des mondes qui sont extrêmement utilisés. Donc, il y a plus de 20 millions d'utilisateurs, voilà, dans Decentraland, 40 millions dans The Sandbox. Fortnite, c'est pas encore ce qu'on pourrait qualifier d'un métaverse, hein, puisque c'est un jeu vidéo dans lequel il y a quand même des gens comme l'artiste Travis Scott qui se sont fait 20 millions de dollars en une soirée avec des 12 millions de joueurs simultanés qui regardaient le concert. Pardon. Ou qui crée par exemple des expositions dans le virtuel, mais Fortnite n'est pas encore branché sur un système de métaverse. Donc les marques sont en train de plonger à l'intérieur. Pourquoi? Parce que pour elles, c'est un gros laboratoire d'expérimentation. C'est aussi une manière quelque part pour elles de plus en plus déployée, et de se fabriquer à moindre frais des morceaux de jeu et de tester des approches auprès justement d'une communauté de gamers, d'accord. Donc c'est des marques qu'il faut comprendre, elles sont pas tellement rassurées par les modèles des GAFA, d'accord, les Google et Amazon, etc. Elles cherchent pas nécessairement à se créer leur propre métaverse, mais à utiliser des métaverses qui ont des fortes communautés. Donc c'est pour la raison pour laquelle elles ont beaucoup investi dans Decentraland ou The Sandbox très récemment. Et comment ça fonctionne? C'est que pour elles, le schéma, on va dire vendre, produire, puis tester, ça devient en fait un autre schéma. C'est-à-dire on vend, on teste dans le métaverse, voir si ça a du succès, etc., si les gens aiment bien, et puis éventuellement après on va produire dans le réel. Alors le meilleur exemple pour ça, c'est Nike. Par exemple, Nike, ils vendent des chaussures virtuelles. En échange, vous allez recevoir une chaussure réelle chez vous. Hein, parce que, alors d'ailleurs, en France, on n'a pas le droit de vendre que du virtuel. Il faut que ce soit associé à quelque chose. Donc généralement, on vend, je sais pas moi, un événement réel ou alors un produit réel. Donc là, en l'occurrence, les chaussures.
Et ils s'arrêtent pas là, ils vous fournissent ce qu'on voit en bas à droite. Je sais pas si on voit mon curseur. Voilà, là. C'est un SpacePod. Un SpacePod, c'est une sorte d'appartement virtuel qui est assez sympa d'ailleurs en termes d'accès. Je sais pas si je peux m'y promener en temps réel en cliquant sur ce lien. Est-ce que vous allez voir ce que je vois? Non, le lien est. Enfin, je vous invite à regarder les SpacePod de Nike parce que vous allez pouvoir exposer vos NFT que vous avez achetés, vous allez pouvoir montrer à vos potes que vous avez acheté les dernières chaussures, etc., etc. Voilà. C'est vraiment des univers. Alors là, c'est Decentraland, par exemple, la fameuse Fashion Week dont je vous parlais. Bon, la première édition n'a pas été dingue en termes de popularité. De certains, je pense, problèmes techniques. Hein. Je rappelle, c'est des mondes qui sont quand même en alpha, en développement. Mais on voit ici, hein, c'est pour ça que j'ai essayé de multiplier les visuels pour vous, à quoi ça ressemble. Alors, quelques exemples concrets. Donc, The Sandbox, voilà à peu près à quoi ressemble The Sandbox. On a l'impression d'être dans Minecraft. On peut se créer ses propres assets. Ici, c'est Atari qui a acheté une énorme parcelle sur laquelle il y a des gens qui viennent échanger, voir les derniers produits, etc. Donc The Sandbox, ça ressemble à ça en termes de cartographie. Hein, on voit bien que, voilà, on voit Atari qui s'est acheté un énorme truc, on voit Snoop Dogg aussi qui s'est acheté une grosse parcelle. Et c'est tout simple, c'est que comme dans un terrain vierge, je sais pas moi, Manhattan en 1600, vous avez des rues qui commencent à se dessiner avec des Champs-Élysées virtuels et autres en fonction justement de l'engouement pour telle ou telle chose. Donc autour de The Snoop Dogg, il y a eu des parcelles qui se sont vendues à des prix pas possibles, tout simplement parce qu'ils espèrent justement pouvoir ramener du monde à travers ça. Le dernier en date qui s'est mis dedans, c'est quand même à noter, c'est HSBC, hein, c'est pas des moindres. Ils se sont achetés leurs parcelles, ils sont en train de se créer leur monde virtuel, ils vont tester beaucoup de choses sur tout ce qui est e-sport, sport, etc. avec les NFT et compagnie. Ils vont tester pas mal de choses, hein, c'est vraiment un laboratoire. The Sandbox, qui le rend très intéressant, c'est pour ça que j'ai consacré 4 slides, c'est que en fait, vous avez un système de token, de monnaie interne qu'ils ont appelé le Sand qui est branché sur une blockchain qu'on appelle la blockchain Ethereum, hein, c'est différent du Bitcoin. La blockchain Ethereum est très très utilisée avec des tokens comme ça parce que ce qu'on appelle des smart contracts, et on peut poser quand même pas mal de choses dessus. Donc vous avez une monnaie virtuelle, vous avez des terrains que vous pouvez acheter, donc ça c'est ce qu'on appelle des tokens ERC 721, ce sont des tokens qu'on peut assez spécifiques qui sont différents des crypto-monnaies. Et enfin, la particularité la plus importante, c'est que les joueurs peuvent se créer leurs propres assets, leurs propres artefacts numériques, et voire même leurs propres jeux. Donc ils ont créé des interfaces spécifiquement pour ça, et donc les gens se créent des choses et peuvent les vendre sur la plateforme. Donc là, par exemple, vous avez le dragon rouge à 570 $ US. Vous avez la machine à sous, je sais pas quoi, à 38 $ US, etc. Donc il y a vraiment des gens qui se créent des jobs là-dedans, dans ces mondes virtuels. Un autre phénomène aussi, c'est Next Earth. C'est vraiment, vous avez Google Maps. Ils ont, vous pouvez acheter, là je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est la Maison Blanche, hein, donc il y en a un qui a acheté la parcelle de la Maison Blanche virtuellement, donc let us be 12 000 $ US, voilà. Donc vous pouvez aller acheter ou Néopolis par exemple, c'est une autre solution française. Vous pouvez acheter votre boulangerie, votre commissariat de police, etc. Évidemment virtuellement, l'échanger, etc. Voilà encore un exemple de monde avec Somniospace qui vend des bâtiments, qui vend carrément des mondes entiers ou des parcelles. Metroverse qui ajoute une énorme couche de gamification, c'est-à-dire que vous achetez des bâtiments qui sont posés sur des parcelles. La proximité et la nature de ces parcelles font que, en gros, ça augmente leur rareté et que vous allez à la fois pouvoir revendre individuellement vos petits bouts d'immobilier virtuel ou carrément le quartier. Hein, vous voyez, il y a des scores et puis il y a un certain système de ressources. Star Atlas, qui se veut être un métaverse extrêmement réaliste, qui nous emmène dans l'espace, mais là encore, je suis désolé, voilà, c'est de l'immobilier certainement futuriste, mais c'est de l'immobilier virtuel quand même, avec évidemment une grosse couche communautaire où les gens peuvent se créer, ils rentrent dans des factions, ce qu'on appelle,
Et donc, en fonction dans le jeu, en fait, ça va faire gagner plus ou moins de valeur terrain. Pareil pour Oxia Origin, qui a rajouté une couche intéressante, c'est que quand vous achetez une parcelle virtuelle, vous avez des ressources à l'intérieur. Donc, s'il y a de l'or, du métal, de l'eau, de la glace, j'en sais rien, etc., ça va créer là aussi un système de rareté. Et en fonction de ce que vous allez faire construire sur cette parcelle, vous allez pouvoir augmenter sa valeur. Le dernier exemple en date, c'est le fameux Bored Ape Yacht Club. Donc le Bored Ape, en fait, vous savez, c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ces NFT qui se vendent à des millions de dollars. Hein. Neymar, on a acheté un 900 000, bon, je crois qu'il vaut 3 ou 4 millions maintenant. Donc ces fameux singes déprimés, on va dire. Eh bien, ils ont annoncé qu'ils faisaient une levée de 450 millions de dollars pour créer leur propre métaverse. Donc on voit derrière une image, évidemment, de ce que ça pourrait devenir. Donc ça, c'est vraiment, je vous ai promis une présentation la plus à jour possible, 19 mars, là, voilà, c'était une annonce quand même assez récente. Donc je crois qu'il faut que je me dépêche parce qu'il est 13h45. Voilà, ce qu'il faut retenir aussi dans ces mondes, c'est qu'on va avoir des mondes limités et des mondes illimités en termes de parcelles et autres. Alors ça va se terminer peut-être un petit peu comme ce qui se passe actuellement avec, je dirais, nos fameux nos Mac, Windows, Linux, iOS, Android, etc. Vous allez avoir le choix dans un certain nombre de métaverses. Mais en gros, voilà, il y a deux grandes familles avec des cadastres limités ou des cadastres illimités. Donc, qui est-ce qui va gagner? Vous allez aussi avoir plein de gens qui vont se créer leur propre métaverse. Et c'est ce qui est en train de se passer, hein, puisque les États, les villes, les lieux culturels, etc. J'ai rendez-vous avec une ville que je citerai pas, pas plus tard que vendredi, justement, parce qu'ils se créent le métaverse de leur ville, dans lequel tous les commerçants, en fait, sont en train d'être ralliés, en fait, à ce projet. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que quelqu'un qui est à Hong Kong, etc., puisse venir dans cette ville française de façon un petit peu virtuelle, consommer, mais qui aussi, c'est pour tester pas mal de choses. Donc dans le milieu du travail, ça va avoir une incidence assez importante. Ça, c'est un thème qui évidemment pourrait prendre 1 heure à lui tout seul. En synthèse, c'est un petit peu ce que j'ai énoncé au début de la conférence, c'est que vraiment chaque entreprise va disposer de son propre métaverse, reflet de cette culture d'entreprise. Est-ce qu'ils vont disposer de leur propre métaverse, le faire construire par des architectes virtuels, des designers virtuels? Est-ce qu'ils vont louer des métaverses qui leur seront proposés? En tout cas, ça va faire le pont entre les espaces physiques au travail et les espaces physiques à la maison. Voilà. Donc, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui arrivent. Enfin, il y a beaucoup de métiers qui se transposent dans le virtuel, hein, notamment, par exemple, on va dire, les property managers, les asset managers virtuels, les architectes virtuels. Là, en bas à droite, vous avez par exemple un exemple du musée de Beeple, là où il expose toutes ses œuvres qui ont été vendues à 70 millions de dollars. Donc, des nouveaux challenges aussi extrêmement importants. Cette image est assez terrible. C'était Mark Zuckerberg qui faisait l'apologie de son casque de réalité virtuelle. Voilà, on peut devenir très très dépendant de tout ça avec des nouvelles lois, des nouveaux mondes des nouvelles lois qu'il va falloir créer, hein, pour modérer tout ça, pour rendre interopérable, évolutif, sécurisé et ainsi de suite. Donc ça va être des très 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 gros enjeux de gouvernance dans ces mondes virtuels. Et je finirai donc 13h46 avec un petit peu de retard, simplement pour évoquer que tout ça n'est pas évidemment gratuit d'un point de vue énergétique. Je vous invite à lire notamment le livre de l'enfer numérique qui a été écrit par Guillaume Pitron, dans lequel il explique simplement que si le numérique était un État, ce serait le 3e plus gros consommateur dans le monde après les US et la Chine. Donc voilà, Facebook qui vient de lancer pour Meta justement un énorme calculateur. Après, il ne faut pas dresser qu'un tableau noir, hein, parce que tout ce qui est data center et autres est sans cesse optimisé. C'est sûr que si je vous montre cette image, eh bien, ça fait un petit peu peur. Hein. C'est la vidéo de fameux Gangnam Style, hein, qu'on a dansé tout à l'heure. Là, je crois même que vous l'avez ici. Hein. Tac, voilà, celle-là. Eh ben, ça consomme 300 gigawattheures par an, c'est-à-dire l'équivalent de ici les Moulineaux. Donc, rien que sa vidéo YouTube. Donc, c'est vous dire un petit peu
tout ça. Et puis évidemment la crypto, les blockchains, ça consomme énormément. Actuellement, c'est estimé à 4 ou 5 réacteurs dans le monde. Il y a des systèmes comme le Proof of Work, le Proof of Stake qui permettent de beaucoup moins consommer. On a quand même réduit de plus de 100 ou 200 fois la consommation de ce que fait un Bitcoin, par exemple avec du Solana ou du Tezos. Donc, encore une fois, il faut vraiment relativiser ces chiffres. Il me reste à vous remercier énormément pour votre attention. Et c'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. C'est un thème qui pourrait prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures de plus. Merci à tous. Merci Vincent. Cette présentation a été quand même absolument géniale. On va la refaire parce que normalement on devait être 300. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de connexion dus à la mise à jour. Mais effectivement, il faut un petit peu se préparer avant. C'est pas très grave. Merci à vous. Je tiens effectivement à préciser que Vincent a signalé, a souligné le fait que l'impact carbone était moindre par rapport à des déplacements en avion, en voiture, etc. Il a entièrement raison. Ça n'empêche que c'est vrai que le virtuel consomme, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut faire attention dans nos mails, dans nos envois de vidéos, etc. À qui on l'adresse, comment on l'adresse. Lorsqu'on fait des réunions en virtuel, pareil, il faut vraiment que ce soit productif. Il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment juste pour partager et se dire bonjour. Il faut que ce soit constructif. Donc voilà. On va refaire d'autres réunions comme ça pour continuer à évoluer dans le métaverse parce que ça a du sens. Tant dans dans le milieu professionnel, je pense pas au niveau gaming, c'est différent. Moi, je parle uniquement du milieu professionnel parce qu'on peut se trouver aussi bien en Chine qu'aux États-Unis qu'au bout de la France. On économisera toujours plus en étant dans un métaverse qu'en étant en physique l'un à l'autre dans un restaurant ou dans une salle de réunion avec tous les déplacements que ça génère et le fait de pas être en famille aussi. Donc tout ça, ça va prendre en compte. Voilà, donc on peut en débattre, on peut échanger de tout. Et donc voilà, le sujet il est ouvert, du moins. Moi, il y a effectivement le groupe LinkedIn sur lequel on peut échanger sur le sujet. On va faire d'autres réunions dans le métaverse avec Samuel et Vincent pour échanger sur le sujet, peut-être des sujets, de façon plus constructive, pas simplement comme une présentation, mais plutôt des échanges en salle de réunion pour essayer de construire le métaverse de demain et comment construire en fait l'organisation de travail entre tous les professionnels de l'immobilier. Je pense que ça a du sens. Vous me direz dans le groupe si ça vous plaît ou pas. Je vais faire une publication dans ce sens, en tout cas. Et voilà, en tout cas, merci d'être là. Voilà, comme je le rappelle, il y a des gens de La Réunion, il y a des gens de Guadeloupe, de Martinique, de toute la France qui sont là dans cette réunion. On aurait dû être 300. Et en débattre avec vous, je pense que ça a vraiment du sens, notamment que tout reste à faire, parce que là, pour l'instant, on est en train de parler de gaming, alors que derrière, on peut signer des contrats, on peut faire du business derrière ça, et donc je pense qu'il y a effectivement des écritures juridiques à faire, réglementaires à faire pour que on puisse tracer tout ça proprement, quoi. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci. Merci Tom. Merci beaucoup Vincent. C'était vraiment d'excellente qualité. Merci à vous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes des pionniers, puisque c'était probablement une des premières conférences sur le métaverse faites dans un métaverse. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée qu'on avait eue avec Tom, mais je trouve ça intéressant. Merci Vincent d'avoir joué le jeu. J'adore tes gongs en plus. Et je pense qu'on va en faire plein d'autres. Peut-être des ateliers, effectivement, des choses différentes, mais voilà, on a cette chance chez UXP d'avoir ce métaverse. Et donc, si on peut le mettre à disposition pour pouvoir
avancer, instruire, ça sera avec grand plaisir. C'est une solution qui est totalement opérationnelle chez nous et voilà, des fois quand je lis des choses sur le métavers, je voulais juste terminer là-dessus, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui fait mal, qui est méchant et non, c'est juste le sens de ce qui est en train de se passer et on n'a pas, voilà, et on a eu pas mal de bouleversements dans ces 20 dernières années et est-ce que c'est un bouleversement? Je sais pas, c'est une évolution en tout cas. Et je crois qu'il vaut mieux s'y intéresser que s'y opposer parce que, en tout cas, nous, de façon opérationnelle, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est d'une productivité sans faille. Et on n'est qu'un petit métaverse parmi les autres, mais on en est un opérationnel. Voilà, pour ma part, c'est terminé. Merci encore Vincent, merci encore Tom et merci à vous tous. Merci beaucoup, vraiment.